paracha. Donc, à notre habitude, je vais essayer de faire un point général sur la paracha, sur tous les sujets qui relient notre paracha, et bien sûr, revenir sur le point essentiel, c'est pourquoi Moshe est-il puni d'avoir frappé le rocher? C'est une question simple, mais pourquoi est-ce si grave de frapper un rocher et pourquoi apparemment, selon ce qui est écrit, juste parce que Moshe a frappé un rocher, il serait puni de ne pas devoir et ne pas pouvoir rentrer en Israël. Donc ça va être plus parenthèse avant le début du cours, mais Dieu lui a donné un bâton dans les mains. C'est pire que ça, c'est Hachem, il lui dit Kach et Amaté, ça fait partie des 15 questions qu'il pose la Barbanel. Hachem, il dit à Moshe Kach et Amaté, prends le bâton, Vedi Bartem et la Sela et vous parlerez au rocher. Si tu dis à quelqu'un vous parlerez au rocher, pas la peine de lui dire prends le bâton puisque ça va lui servir à rien. Et Hachem, il dit prends le bâton. Explique-moi pourquoi Hachem, il dit à Moshe prends un bâton. C'est vraiment très, très, très étonnant. Ouais. Et tant qu'à faire, vu que bon, je sens que tu es de bonne humeur, je te rajoute la question pourquoi Aaron il est puni dans ce cas-là de ne pas rentrer en Israël, puisque Hachem il a parlé à Moshe, Moshe il a pris le bâton et il a pris la décision tout seul de frapper le rocher. Donc dans ce cas-là, pourquoi Aaron il est puni avec Moshe, qu'a-t-il fait? Ça va être vraiment, ça peut faire partie des questions de qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire, quelles pourraient être les erreurs qu'on appelle être des erreurs sur Moshe, et bien sûr pourquoi il va être puni. Tout d'abord, notre paracha est très importante et très riche en enseignements. Le premier point, c'est le fait que c'est la paracha qui va traiter principalement du sujet des Béné Israël à la dernière année. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on a eu l'histoire des Béné Israël qui sortent d'Égypte, n'est-ce pas? On a eu 1 an et demi, voire 2 ans maximum d'histoires qui se sont passées avec tous les problèmes, jusqu'au Meraglim, les explorateurs, Korach. Tout ça, ça s'est passé les premières années. Et puis arrive un moment important, arrive l'histoire des explorateurs où Hachem y punit les Béné Israël de devoir rester 40 ans en tout, plus vous ajoutez à cela l'histoire de Korach, où là vraiment les Béné Israël ont compris, et d'une certaine manière la Torah ne nous parle plus du tout des Béné Israël pendant 38 ans. Il y a 38 ans d'histoire qui vont disparaître. En gros, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est très important ça, on a clairement ici 38 ans d'histoire où apparemment tout se passe bien ou pas, d'accord? La Torah, elle peut ne pas nous raconter les histoires, elle décide de nous raconter ce qu'elle a envie. Et on a les premières années des Juifs dans le désert où en gros ils vont sortir d'Égypte. Ils vont sortir d'Égypte. Ils vont rentrer, ils vont recevoir la Torah, ils vont se préparer pour la Torah. Ils vont faire le veau d'or. Puis ensuite ils vont recevoir donc l'étape de la loi brisée de Moshe. Ensuite ils vont faire tchouva. En gros, vous avez la reconstruction, il y a Kippour, il y a les deuxièmes tables de la loi, puis ensuite il y a la construction du Mishkan pour se faire pardonner. Et donc tout ça, ça se passe en 1 an et demi. Allez, il y a quelques événements encore, Pessar Chéni, le deuxième Pessar, qui va se passer, et puis après, c'est terminé. Les Juifs, on n'en parle plus. La première fois où on a un épisode nouveau qui arrive, où on parle des Juifs leur dernière année dans le désert, c'est Parashat Roukat. Alors, donc voilà, on va parler donc de la Parashat Roukat, et vous allez voir que on a vraiment l'histoire des Béné Israël, donc depuis Roukat, plein d'événements qui vont se passer que je vais vous raconter maintenant. Pour le coup, ils sont en ordre chronologique, et tout s'est passé à partir de Parashat Roukat. Donc tout d'abord, Hachem nous demande de faire Zot Roukat à Torah. Ceci est le décret Zot Roukat la Torah. Ceci est le décret de la Torah. Et c'est intéressant, on l'appelle Zot Roukat parce que c'est le décret absolu, celui qu'on ne comprend pas. C'est le décret le moins compréhensible. Et pas seulement qu'il n'est pas compréhensible, mais même illogique. C'est ça la différence entre ce décret et les autres décrets, les autres mitzvot, c'est les lois de la vache rousse. La vache rousse, c'est une mitzvah incompréhensible et illogique. Donc c'est vraiment le décret absolu. Et cette vache rousse va servir au Béné Israël à se faire pardonner du veau d'or. Comme raconte le Midrash, la mère doit nettoyer les saletés de son petit. Le petit vient, le Midrash raconte, et il enlève sa couche et il salit le palais du roi. Alors, les gens sont là, disent à côté, c'est qui la mère du petit pour venir nettoyer les saletés de ce petit? On dit, le seul sacrifice, c'est un petit ridouche, le seul sacrifice femelle qui existait dans le temple, le seul, c'est celui de la vache rousse. La vache rousse. Tous les autres, c'était que les sacrifices mâles. On n'avait pas des corbanotes femelles. La seule femelle, c'était la vache rousse. Et donc, la mère, dit le Midrash, doit venir pardonner, nettoyer le veau
le veau d'or. Donc, c'est la vache rousse qui va servir à purifier les béné Israël. Donc, c'est une purification particulière. Tout matmet, celui qui a touché des morts, viendra à la vache rousse et nous purifier de cette impureté absolue. Magnifique. Ça, c'est le premier sujet de la paracha. Ensuite vient un deuxième sujet dans la paracha. C'est quoi? C'est la mort de Myriam. Donc, rappelez-vous, on est la dernière année des Juifs dans le désert. Myriam, à quel âge au moment de sa mort? Ben, quel âge? Non. Si Myriam, quel âge est mort Moshe? 120 ans, c'est le classique, 120 ans. Myriam, elle a combien de temps de plus que Moshe? 6 ans. Donc, Myriam meurt à 126 ans. Donc, on a la mort de Myriam. Quel rapport entre ces deux sujets? Rappelez-vous, il y a toujours un lien entre tous les sujets d'une paracha. Si la Torah décide de nous le mettre, c'est qu'il y a un lien avec le sujet de la vache rousse. Quel lien entre la vache rousse et la mort de Myriam? Facile, vous connaissez la règle. Ma para mechaperet afmitat tzadik mechaper. De même que la vache rousse pardonne, de même la mort d'un tzadik pardonne. Dans le judaïsme, dans le biberon, on nous a appris iloula, iloula, iloula. Ça veut dire quoi iloula? Ça veut dire c'est un jour de joie. C'est drôle, hein, un jour de joie. Moi, le jour de la mort d'un tzadik, en général, on pleure. Or, on nous dit non. Depuis la mort de Myriam, mitat tzadik, la mort d'un tzadik, ça pardonne. De même que la vache rousse sert à pardonner les béné Israël de leur faute du veau d'or, alors de même la mort d'un tzadik ou d'une tzadékette en l'occurrence, ça a pour enseignement nous apprendre que c'est un jour de pardon, un jour de joie. Okay. Donc ça, c'est la mort de Myriam. Maintenant que Myriam meurt, qu'est-ce qui se passe? Sujet d'après, c'est quoi? Vu que Myriam meurt, quel est le sujet d'après? En l'honneur de Myriam, il y avait le miracle du puits, Bé'er Myriam, le puits de Myriam. Grâce à Myriam, il y avait de l'eau. Les Juifs avaient de l'eau. Donc, une fois que Myriam meurt, qu'est-ce qui se passe? Le sujet d'après, c'est quoi? C'est le robinet, le puits s'éteint, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, donc les Juifs ont soif, ils sont leur dernière année, et ils ont soif, ils vont demander de l'eau à qui? Ils vont demander de l'eau à Moshe, à Aaron, et ils vont se plaindre, comme on verra. Les mots précis, c'est quoi? Regardez bien. Vélo Ayamaim Laïda, puisqu'ils ont enterré. Vatikaver Sham, ils l'ont enterré là-bas. Ils ont enterré Myriam. Myriam meurt, ils l'enterrent. Tout de suite après, et il n'y a plus d'eau. Vélo Ayamaim Laïda, il n'y a plus d'eau pour l'assemblée. Que fait l'assemblée? À nouveau, Vaïkal ou Al-Moshe et Aaron, ils s'assemblent contre Moshe et Aaron et ils viennent se plaindre en disant c'est mieux de mourir en Égypte ou mourir plutôt que mourir comme nous sommes en train de mourir maintenant. Moshe n'est pas mort, pas du tout. Moshe, c'est le dernier, la fratrie qui va mourir. La première, c'est Myriam. Ensuite, c'est Aaron. Dans notre paracha, on va parler aussi de la mort de Aaron. Et après, on a la mort de Moshe, mais pas dans d'autres parachas. Paracha des Otabracha. Moshe, c'est le dernier qui meurt. Myriam, elle meurt au mois de Nissan, la dernière année des Juifs dans le désert. Donc, mois de Nissan, la première qui meurt, c'est Myriam. Ensuite, vous avez Aaron au mois de Av. Oui, le premier Av, Rosh Chodesh Av. Et après, 7 ou 8 mois après, il va mourir Moshe, le 7 Adar, de la même année. Pardon? Exact, en ordre de naissance. Sauf que Myriam, elle a vécu plus longtemps, et Aaron aussi, que Moshe. Alors les Juifs se plaignent et disent pourquoi tu nous as emmenés dans cet endroit? Voilà, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de terre et il n'y a même pas d'eau, on va tous mourir, c'est une catastrophe. Effectivement, il y a l'épisode du rocher. Donc, comme on verra après en détail, dans l'épisode du rocher, il y a Hachem qui va dire à Moshe prends le bâton, rassemble l'assemblée et vous parlerez au rocher, etc., etc., etc. Voilà l'eau qui jaillit et l'eau va sortir du rocher. Tout va bien ici ou pas? On comprend la logique, la chronologie de notre paracha. Magnifique. Alors, avançons un petit peu. Maintenant qu'on a compris l'eau jaillit, tout va très bien. Une fois qu'on a compris que l'eau arrive, on a un prochain sujet. Hachem, bien sûr, il va punir Moshe et Aaron. Yan et Mantemi, vous n'avez pas cru en moi, donc vous allez être punis, vous rentrerez pas en Israël. Fin du sujet. Sujet d'après, 4e montée de la paracha. Et vous allez voir que c'est logique. Et tout est en chronologie et tous ces wagons sont reliés les uns aux autres. Rappelez-vous, c'est comme un train avec plein de wagons différents, mais ils sont reliés les uns aux autres qui vont dans la même direction. Sujet d'après, c'est quoi? Moshe demande la permission au roi de Édom. Édom, c'était les cousins d'Israël. Édom, c'est le surnom de Esav, du peuple de Esav. On les appelle les Édomim, rouges, Édom. Oui. Donc c'est très important de comprendre que Yaakov, son surnom, c'est Israël, et Esav, c'est Édom. Ok, c'est des cousins. C'est des frères. On a le droit de manger le taureau. Non, c'est cachère. Ce que j'ai dit, c'est le seul sacrifice. On a le droit de manger le taureau. C'est cachère. C'est le seul sacrifice femelle qui existait. C'est la vache rousse. On sacrifice en corban à Hachem. Maintenant, on mange tout est cachère. C'est le bovin c'est cachère.
Hein? Non, mange pas qu'à ça. Je t'ai dit que ça n'a rien à voir. C'est pour les sacrifices femelles. Le seul et unique, c'est la vache douce. Alors, avançons un petit peu. On a compris maintenant, voilà que Moshe va demander l'autorisation à Édom. Édom, c'était les cousins d'Israël. Édom, c'est le cousin, en fait, c'était le frère de Esav et Yaakov étaient frères, jumeaux en l'occurrence. Ouais, c'est fou quand même. Et donc, les deux sont censés être les descendants des bénis. De eux doit sortir le peuple juif d'une certaine manière. Alors, Esav, il va fauter, il va mourir, bien sûr, en tant que fauteur. Et ses descendants, normalement aussi, ils auraient dû être les descendants d'Israël, donc ils auraient dû faire partie du peuple juif. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Rachid nous l'apprend ça d'une petite allusion très intéressante. Qu'est-ce qui va se passer de ce peuple de Édom? Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi le peuple de Édom, vu que c'est les descendants d'Abraham et Yitzhak, qu'est-ce qu'Hachem il promet à Abraham? Il dit, tes descendants iront dans la terre de Canaan, ils hériteront cette terre-là, oui ou non? Hachem il dit à Yitzhak, tes descendants mériteront la terre de Canaan. C'est qui les descendants d'Yitzhak? C'est Yaakov et Esav. Pourquoi Esav, lui, il est exclu? Pourquoi Esav, il n'a pas droit à une terre en Canaan? Ishmaël, tu peux dire, c'est d'une autre femme. Mais Yaakov et Esav, ils sont jumeaux. Donc les descendants d'Esav, pourquoi eux, ils n'ont pas le droit à une terre en Canaan? Vous comprenez la question? Donc on va voir maintenant le dialogue entre Moshe et Édom, et vous allez tout de suite comprendre. Moshe, il dit au roi de Édom, donc le roi des descendants d'Esav à ses frères, il dit Kohamar achicha, pour le coup c'est ton frère, ainsi ton frère Israël te demande. Donc moi, tu sais tout ce qui nous est arrivé en Égypte, toutes les souffrances qu'on a eues, nous étions en Égypte pendant longtemps, on a eu mal, les Égyptiens nous ont fait du mal, et nous avons prié à Hachem, et Hachem a écouté notre voix, et il nous a sortis d'Égypte. Est-ce qu'en échange, juste donne-nous l'autorisation de passer par ta terre? Apparemment, d'après le texte, quand on regarde une carte géographique, le peuple de Édom vivait où? Il vivait en gros en Jordanie, le bas de la Jordanie. Donc de l'autre côté du Jourdain, en bas, vers le sud de la Jordanie actuelle. Logique ou pas? Et donc Israël monte du désert du Sinaï, il monte, il passe presque par la Jordanie, et il commence à donner l'autorisation à Édom de passer par la terre de Édom pour couper et rentrer en Israël. Et Édom, il répond non, pas une, non qu'une fois, non deux fois, parce qu'Israël, il va demander, ok, mais si on passe, pas seulement qu'on passe, cette fois on va t'acheter, on va te faire tourner l'économie, on va acheter de l'eau, même si on n'a pas besoin d'eau, on va acheter des animaux, on va acheter tout, on va te faire tourner l'économie du pays, est-ce qu'on peut passer par chez toi? Et Édom, à nouveau, il va dire non, et Israël va devoir faire demi-tour. Et Rachid demande la question, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi Israël, donc Moshe a besoin de raconter sa vie privée et la vie privée du peuple juif à Édom. Nous étions en Égypte, ça nous est arrivé du malheur, on a souffert, on a prié à Hachem et Hachem a écouté notre voix. Je pose une question simple. Pourquoi Moshe a besoin de raconter cette histoire de la vie privée d'Israël aux Édomim? En quoi ça les concerne? Tu vas me dire, et pourquoi pas? Arrête-moi si tu as une question parce que là j'ai l'impression que je t'ai perdu. Vous êtes avec moi ou pas les amis? La question c'est la suivante. Pourquoi Israël a besoin de demander, raconter leur vie à Édom? Vous allez me dire, mais c'est normal. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, parce qu'on a deux contre-exemples dans la fin de la paracha. Israël va demander à Og, Sichon et Og, surtout à Og, de passer par leur territoire. C'était deux autres territoires. Et Moshe ne va pas leur dire, nous étions en Égypte et nous avons souffert et ainsi de suite. Moshe va juste demander ce qu'on peut passer et Sichon, il va venir à sa rencontre pour l'attaquer. Og, c'est pareil, c'est les deux derniers combats de Moshe. Juste avant de montrer les Juifs en Israël. Donc la question c'est pourquoi quand arrivent les Édomim, Moshe a besoin de dire nous étions en Égypte, nous avons souffert, etc. etc. Qu'est-ce qu'il répond Rachid? Un truc tout bête. Il dit qu'est-ce qu'Esav il a dit à ses enfants? Il a dit à Esav, il était croyant. Il savait que son père c'était un tzaddik, tu comprends? C'est quelqu'un qui pleure pour ne pas recevoir, parce qu'il n'a pas reçu la bracha de son père, il pleure tous les larmes de son corps. Donc Esav, il sait que son père Yitzhak c'est un tzaddik. Et il sait dans le biberon, avec Yaakov, qu'Hachem a promis à Abraham et Yitzhak, tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur et ils deviendront des esclaves. Et ils sortiront au bout de 400 ans et comme récompense de cet esclavage de 400 ans, ils hériteront cette terre de Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit Esav à ses descendants? Pas fou. Les amis, moi j'ai pas envie ni du cadeau d'Hachem de la terre de Canaan, ni l'esclavage. Mes enfants, j'ai pas envie de vous rentrer dans une galère. 400 ans d'esclavage, c'est compliqué, et je sais que ça va se réaliser.
Donc, regardez, venez, on évite. Il dit à Hachem, écoute, nous, on quitte la terre de Canaan, et Esav et tous ses descendants, ses petits-enfants, comme Jacob avec les béné Israël, les béné Esav, appelons-les comme ça. Ils ont dit, venez les amis, on déménage de Canaan, on dit à Hachem, je veux ni ta bracha, ni ta bénédiction, ni tes galères. Laisse-nous sortir. Esav, il est parti de Canaan, il s'est installé, il a conquis les terres en Jordanie, dans le sud de la Jordanie. Il a dit, c'est pour nous la terre. Il a fait des guerres, c'est un grand guerrier Esav. Il a installé là-bas ses enfants, ses petits-enfants, et on a appelé là-bas le peuple de Édom. Donc, comme il n'a pas été en Égypte, il n'a pas voulu non plus la terre de Canaan. Donc, qu'est-ce qui vient, Moshe, maintenant? Il dit, ton frère Israël, contrairement à vous, ça fait 210 ans, qu'est-ce qu'on a fait nous? On était en Égypte, 250 ans maintenant. On était en Canaan, on est descendu en Égypte, on a été esclaves, on a souffert, on a eu du mal, ils nous ont fait souffrir. Donc, nous, c'est réalisé sur nous la première partie de la promesse. Donc, tu comprends que c'est justifié pour nous de hériter aussi de cette terre de Canaan. Elle nous est de droit. Donc, est-ce que tu peux juste nous rendre service, s'il te plaît? On peut passer par ta terre. Rends service, c'est bien de rendre service au peuple qu'Hachem a choisi. Vous comprenez? Et ça, il répond quoi? Non. Comment dire? Et Hachem, il ne dit pas, oui, il faut leur rentrer dedans. Pourquoi Hachem ne dit pas, faites la guerre à Esav? Parce qu'après, on voit à la fin de la paracha, moi, je vais faire la guerre à 2 autres peuples. La différence, c'est que les autres peuples, ils vont faire la guerre, ils vont attaquer les béné Israël, ils vont se défendre, et ils vont piquer d'autres terres. Mais quand il s'agit d'Esav, tu as le droit de dire non. Hachem, il est très protocolaire. Est-ce que c'est gentil de leur part? Non, c'est limite méchant. Mais est-ce qu'ils sont dans leur bon droit de dire non, vous ne passez pas par chez nous? Ils sont dans leur bon droit. C'est des jaloux, certes, mais ils sont dans leur bon droit. Donc Esav, Édom a dit non. Et Israël n'a pu rien faire. Et ils ont fait demi-tour. T'imagines? Et ils vont faire demi-tour. Et qu'est-ce qui va se passer dans leur voyage du demi-tour? Prochain sujet, c'est quoi? C'est quoi, les amis? Prochain sujet, c'est la mort de Aaron. Ils vont faire demi-tour. Et dans leur demi-tour, on raconte qu'ils arrivent vers Or-Ahar, le mont de la montagne, et on raconte là-bas, voilà qu'arrive la mort de Aaron. Donc on a parlé de la mort de Myriam, maintenant la mort de Aaron. Le temps est arrivé, Aaron doit mourir, bien sûr, il y a tout un protocole qu'Hachem va organiser pour la mort de Aaron, et Aaron Moshe va voir cette mort, il va être jaloux, il va dire Hachem, j'ai remis la même mort. Il va sentir Hachem que Moshe, il est impressionné par cette magnifique mort, il va dire t'inquiète pas, toi aussi tu mourras de la même manière. Aaron, il doit prendre Éléazar, il doit nommer son fils Éléazar, le prochain Kohen Gadol de l'histoire. Il doit lui enlève à Aaron ses habits de Kohen Gadol, il les met à son fils, et il l'installe, et il monte avec son fils, avec Éléazar, et avec Aaron, son grand frère. Aaron, mon frère, c'est l'heure. Il monte dans la montagne, Aaron rentre dans la grotte, il meurt par Mitat Hashem, le baiser Neshika, le Mitat Neshika, la mort du baiser de Dieu, c'était magnifique, sans souffrance, en sachant la minute, la seconde de ta mort. Il attend d'embrasser son fils et le nommer Kohen Gadol. Et ça, c'est une grande chance pour un père de voir de son vivant son fils le remplacer, c'est extraordinaire. Et là, il y a un passage très intéressant. Si j'ai le temps avant la fin du cours, parce que bon, on peut parler longtemps, mais comme ça ne faisait pas partie de l'objectif principal, rappelez-moi à la fin si j'ai un peu de temps, il y a écrit quand l'assemblée a vu que Aaron s'est éteint, ils ont pleuré à Aaron pendant 30 jours. Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël. On aurait dû dire Kol Béné Israël, tous les Béné Israël. Au moment de la mort de Moshe, il est écrit, ils ont pleuré les Béné Israël 30 jours, les Béné Israël. Quand Aaron meurt, il est écrit Beit Israël, la maison d'Israël. C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre Béné Israël et Beit Israël? Tout simple. Donc les hommes, principalement, tout le peuple, femmes et enfants. Quand Aaron meurt, Beit, la maison, les femmes. Beitos et Ishto, n'est-ce pas? Les femmes pleurent la mort de Aaron, aussi avec les Béné Israël. Plus que Moshe, comme si on fait un genre de clin d'œil que pour Aaron, on a plus pleuré que pour Moshe. Pourquoi la Torah a besoin de nous le dire? Genre pour faire Shmet contre Moshe, quel est le problème? Avec qui? Avec le peuple? Et Moshe, non? Ah, toi tu dis le bravo, tu dis le... Bon, alors ça c'est un beau ridouche que tu dis. Alors, tu as tout à fait raison, c'est vrai ce que tu dis. Bah oui, celui qui a marqué l'histoire, c'est plus Moshe que Aaron. Celui qui leur a rendu service concrètement, qui les a sortis du trou, c'est le cas de le dire, c'est plus Moshe. Bon, je reviendrai à la fin pourquoi la Torah a besoin de mettre en valeur ça. Donc maintenant qu'Aaron meurt, qu'est-ce qui va disparaître après la mort de Aaron? J'ai dit, Myriam meurt. Les nuées amis, exactement. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le Pérek Raph Aleph?
Akénaani, le roi de Harad, vient attaquer Israël. Pourquoi Amalek, c'était en fait Akénaani, c'est un Amaleki qui s'est déguisé en Kénan. Pourquoi Amalek vient attaquer les Béné Israël maintenant? Parce que les nuées disparaissent. Comme Aaron meurt, la Torah nous signale qu'Aaron meurt. Alors les nuées disparaissent. Et comme les nuées disparaissent, les nuées protectrices, vient Amalek attaquer à nouveau les Béné Israël. Ils vont faire un prisonnier, les Juifs ils vont faire un vœu, une prière à Dieu. Hachem va écouter leur prière et ils vont détruire, raser cet endroit-là. Maintenant qu'on on va conclure la paracha, on est dans le dernier épisode. On a compris que les nuées ont disparu. On a compris que les Juifs, à cause de Édom, doivent faire un demi-tour. Et là, c'est le dernier épisode de la paracha, parce que c'est vraiment une paracha très riche. C'est pour ça que j'insiste à faire une vraie vue rapide sur la paracha. C'est vraiment dommage de passer à côté. C'est une paracha très très riche en événements. Les Juifs font demi-tour et ils passent par le chemin qui les ramène à la mer Rouge. Donc imaginez-vous ce qui se passe dans leur tête. Ça leur a pris 40 ans pour sortir d'Égypte. Ils ont fait un chemin pendant 40 ans. Ils ont tourné. Ils sont en train d'arriver vers le bout. Ils montent vers la terre de Édom pour enfin couper et rentrer en Israël. Ah, non, on fait demi-tour. Ils font demi-tour. Ils doivent contourner la terre de Édom. Et quand ils font demi-tour, ils n'ont pas de nuée protectrice avec eux. Ils sont fatigués, épuisés et surtout déprimés. Quand tu vois que tu refais demi-tour vers la mer Rouge où tu étais il y a 40 ans en arrière, tu as comme une sensation de ne pas avoir évolué. Tout ça pour ça, encore on va repasser par cette route. Comme si, limite, on va retourner en Égypte. Et le peuple va encore faire une dramatique erreur. Ils vont commencer à parler contre Dieu et contre Moshe. Ils vont commencer à parler. Alors cette fois, ils ont pris assez de gifles, donc ils vont être assez malins pour ne pas se plaindre directement à Moshe. Ils vont parler en cachette, comme des serpents. Ils vont parler en cachette. La Shona. Le vrai. Ouais, il y en a marre de cette route. Regarde, Moshe, il nous a même pas. Regarde où est-ce qu'il nous a emmenés. Il nous a emmenés dans un désert. On va tous mourir. Bah oui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de, pardonnez-moi, il n'y a pas de nuée. On va tous mourir. On est fatigués. On n'est pas bien. Et vraiment, Hachem, il dit, c'était des râleurs parce que vraiment, à ce moment-là, ils étaient fatigués de la route. Parce qu'ils ont fait donc une route qui les emmenait à un endroit qui les rappelait de mauvais souvenirs. Et donc, ils sont en train de râler. Et donc, Hachem leur envoie des serpents. Des serpents pour les mordre. Nechashim séraphim, des nechashim et des séraphim. Pour le petit ridouche, pourquoi la Torah dit des nechashim? Pardon? Tu as tout à fait raison. Séraphim, c'est les anges qu'on appelle qui brûlent. Il y a deux sortes d'anges. On dit séraphim, c'est ceux qui brûlent. Soref, mais là, en hébreu, soref. Alors, Rachid dit nechashim séraphim, c'est des serpents qui brûlent. Parce qu'il y a deux sortes de venins. Apparemment, il y aurait des venins de serpents. Je ne m'y connais pas trop, mais qui sont froids. C'est des piqûres froides, mais qu'on peut guérir. Et j'ai lu un commentaire cette semaine qui dit il y a deux guérir. Soit tu donnes des médicaments, le type il a de la fièvre, il est fatigué, machin, ou soit tu lui aspires son venin. C'est possible d'aspirer un truc comme ça. Quand arrive ce venin chaud, tu meurs. C'est des serpents très rares. On croit que tous les serpents, apparemment, il y a très très peu de serpents qui tuent, vraiment. Et là, il commence à arriver des milliers de serpents qui viennent et commencent à tuer les Juifs. Beaucoup en meurent. Vayamot, Amrav, Israël, beaucoup d'Israël meurent. Alors, c'est une catastrophe. Ils commencent à comprendre les Juifs. Les serpents, ça leur rappelle quelque chose. Le serpent, c'est par essence le Lachon Hara, dit Rashi, etc. Et donc, ils disent Ratan, nous avons fauté, on a parlé contre Hachem et contre toi. Les deux. Donc, ils demandent pardon à Moshe. Moshe, comme un homme sadique, qui pardonne, bien sûr, et il prie pour eux pour les guérir. Et il fait le fameux serpent en mât. Ça vous parle? Un serpent autour d'un mât. Un serpent en métal. Hachem dit assez les Chassara, fais un serpent en métal que tu mettras autour d'un mât. Ça vous rappelle le logo? Ça ne vous rappelle pas un logo? C'est le logo des pharmaciens jusqu'à aujourd'hui. C'est fou, hein, quand même. C'est pris en métal, c'est en Iran. En Iran. Ouais. Hachem, il dit, oui, en métal, mais il ne précise pas en quel métal faire. Moshe, il va le faire, mais Hachem, il lui demande de le faire juste en métal. Il ne précise pas quel métal. Et c'est Moshe qui va choisir en airain, comme tu dis, en érochette, en cuivre. Ça. Parce que c'est l'arrache, l'érochette. Alors, bon, comme tu es très très bon, alors je suis obligé d'être. Alors voilà, Moshe, il s'est dit, en fait, comme Nachash, ça vient du mot Nechochet cuivre, il a dit, bon, Hachem, métal, tant qu'à faire, je fais du métal pour du métal, il doit le faire en cuivre. Mais juste, je t'envoie une petite question, un petit missile pour la route, GG, parce qu'apparemment, tu es très très bon. Hachem, il lui a pas demandé de faire un Nachash. Je n'ai pas voulu couper le cours, excuse-moi. Hachem, il lui a pas dit Nachash, Hachem, il lui a dit Assez lecha saraf. Regarde bien le pasoukret, tu verras Père Rafale pasoukret. Hachem, il dit Assez lecha saraf, fait pour toi un saraf. Hachem, il lui a pas dit Assez lecha Nachash. Et on ne comprend pas ce Rachid. Pourquoi Rachid dit, il lui a dit, alors, je fais Rachid dit Lachon sur Lachon, je vais faire un mot. Il me dit Nachash, je ferai Nechochet. Nachash, Nechochet. Bref, mais je reviendrai sur ça.
Alors, on est juste sur notre introduction sur la paracha, mais si tu as des questions, n'arrête pas, avec grand plaisir. J'ai pas du tout. C'est très très bien ce que tu fais. Alors, la question est la suivante. Donc, on voit que les Juifs se font mordre, ils demandent pardon, ils regardent le serpent. Vous connaissez la raison. Le serpent, c'est pas une avodazara. Entre parenthèses, je vous le dis, mais dans l'histoire, ce serpent, ils vont le garder, ce mâle avec ce serpent autour d'un main, ils vont le garder. Et plus tard, ça en deviendra une avodazara. Les Juifs rentreront en Israël, en feront de ça une avodazara, jusqu'à qu'un des grands rois d'Israël prendra la décision de le briser. C'était dur. Il va le briser parce qu'il va voir que les Juifs en ont fait une avodazara, une idole. Et c'est quoi la chorma de faire ce quoi c'est, tout le monde pose la question, la Gemara dit, mais c'est quoi? C'est le serpent qui guérit? C'est le serpent en métal qui guérit? C'est pas Dieu qui guérit? Depuis où on a vu une chose pareille? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? C'est que c'est le serpent qui guérit? Non, c'est Dieu qui guérit. Alors dis aux Juifs, prie Hachem. Pourquoi maintenant c'est le serpent qui doit guérir? Qu'est-ce qui répond Rachi? Un truc, au nom de la Gemara bien sûr, et dit en réalité c'est très simple. Il faut apprendre aux Juifs à lever la tête et prier Dieu. Le problème de ces gens-là, c'est quand tu fais la shonara, quand tu deviens comme ça, tu rentres dans un système où tu penses que tu es indépendant de Dieu, tu prends l'habitude de regarder, comme l'expression dit, un peu trop ton nombril. Tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Une des raisons pourquoi les animaux, ils ont la tête, la différence entre les animaux et les hommes, c'est que nous, les hommes, on a une tête, on peut de temps en temps lever la tête au ciel. Les animaux, eux, leur tête, à part le singe, et encore, c'est quand il est de bonne humeur, leur tête, en général, elle est coincée vers le bas. De temps en temps, ils peuvent en tirer la tête très haut, mais nous, on a une tête droite. On voit le ciel, on voit la terre, on est vraiment entre les deux. Les animaux, ils ont la tête tirée vers le bas, ils pensent qu'à la terre, qu'à la matière. Donc Hachem, il dit, il faut vous faire lever la tête un peu. Tous ceux qui sont malades, ils vont devoir passer autour de ce serpent, lever la tête vers le mât et regarder un peu ce serpent autour d'un mât. Ils vont se forcer à lever la tête et penser à Dieu et prier Dieu. N'est-ce pas? Et ils vont guérir. Enfin, la paracha, elle conclut que donc maintenant, les Juifs vont faire une shira pour remercier Hachem. Et enfin, il y a les deux dernières guerres. C'est la guerre de Sichon et la guerre de Og. Israël va demander l'autorisation à Sichon de passer dans son territoire pour rentrer en Israël. Sichon, pas seulement qu'il va répondre ni oui ni non, mais Sichon, il va directement l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sichon? Dis non, les Juifs ne seraient pas rentrés. Pourquoi tu attaques? Pourquoi Sichon, il attaque les Béné Israël? C'est même pas un Israélite, c'est pas un Cananéen. Il n'a rien à craindre, les Juifs ne l'auraient pas attaqué. Explique Rachid, c'est tout simple. Sichon, c'était le garde du corps de Canaan. Sichon, c'était des mercenaires qui vivaient dans cette terre, hors de Canaan, qui étaient payés par tous les princes qui vivaient en Canaan. Ils payaient Sichon de leur argent pour protéger, pour que personne rentre dans leur territoire. Donc Sichon, il dit, ils n'ont pas compris. Ils sont en train de me demander l'autorisation de passer par chez moi. Ils n'ont pas compris que c'est moi qui dois protéger les Cananéens. Donc il est venu, il a attaqué. Moshe gagne la guerre contre Sichon. Et enfin, il y aura une dernière bataille que Moshe va faire lui personnellement. C'est contre Og. D'abord, ils vont conquérir tous les territoires de Sichon. Donc la terre d'Israël va être plus grande que prévu. Elle va aller au-delà du Jourdain. Parce que ces terres de Sichon, ils vont les chasser, c'était les Hémoris. Les Béné Israël vont s'installer là-bas. Beaucoup vont s'installer, beaucoup vont y rester, coloniser ces terres-là. Et puis ensuite, ils vont rentrer, faire la dernière guerre, c'est la guerre de Og. Og, le roi de Bashan. Et là, à nouveau, on a Og qui vient attaquer les Béné Israël. Moshe, il a peur. Je vous expliquerai à l'occasion pourquoi Moshe a peur. Pour une fois, Moshe, il a peur, on ne sait pas pourquoi. C'était un homme très puissant. Et puis, à la fin, on nous raconte qu'il va faire la guerre. Moshe, personnellement, il va tuer Og. Fin de l'histoire. Et ils vont hériter à la fois du territoire de Sichon et de Og. Avant même de rentrer en Israël, ils vont agrandir la terre. Magnifique, non? Fin de l'histoire. Pas de questions, les amis, sur cette introduction? Ok, je suis obligé maintenant d'arriver au point le plus important du cours. Tout d'abord, je reviendrai à la fin sur Moshe et Aaron, mais en tout cas, la différence entre Moshe et Aaron. Ce que je peux revenir, c'est sur cet épisode très, très, très étonnant qu'on raconte aux enfants. Je vais vous donner toutes les réponses qui sont dites à ce sujet-là. Et je vais vous donner la réponse que j'ai lue, bien sûr, la réponse de la Barbanel. Une réponse révolutionnaire sur cette histoire de l'épisode du rocher. Pourquoi Moshe frappe le rocher et pourquoi Moshe il est puni d'avoir frappé le rocher. Apparemment, c'est quelque chose d'enfantin. Regardons bien et lisons l'histoire mot à mot. Plus d'eau, les Juifs pleurent. Et ce qui, apparemment, c'est une plainte légitime. Tu vois tes enfants, ta femme, tes enfants qui ont soif, tu te plains. Mais ils ne se plaignent pas méchamment, ils râlent à Moshe, certes, mais bon, ils ont soif. Ils râlent pour une raison. Hachem, il dit à Moshe, d'abord Hachem el Moshe les mains. Car et Amaté, prends le bâton. Assemble l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez au rocher et tu feras sortir de l'eau du rocher. Tu feras boire l'assemblée et leur troupeau. Moshe prend le bâton, jusqu'à là il fait comme Dieu lui a ordonné, Kacher Tzivaou. Moshe assemble l'assemblée face au rocher,
Et il leur dit, Shimuna Amorim, écoutez, bande de rebelles. Moi, j'ai écrit. Il s'emporte. Amin, Sela, Notsi Lachem Maim. Est-ce que de ce rocher, nous allons vous faire sortir de l'eau? Point d'interrogation. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est de ce rocher qu'on va vous faire sortir de l'eau? Pour l'instant, je fais que lire le texte. Et après, je vous pose, je vous mets là, je vous lis après à vous de comprendre chacun. Et puis je vous donnerai les explications de pas mal de commentaires, et dont celui d'Abarbanel. Moshe lève sa main. Il frappe le rocher. Bematéou avec son bâton, Pa'amaïm 2 fois. Beaucoup d'eau sort et l'assemblée peut boire. Fin de l'histoire. N'importe qui l'a, ça dira c'est beau, c'est une belle histoire. Hachem dit à Moshe tout de suite après et à Aaron, Vayomer Hachem et Moshe et Aaron. En plus, Vayomer, Hachem il n'est pas Vaïdaber. Rappelez-vous quand il écrit Vaïdaber, c'est Hachem qui parle durement, oui. Là, il écrit Vayomer. Rappelez-vous la différence Vayomer, Vaïdaber. Vaïdaber, c'est quoi? C'est la chaîne cachée, c'est Dieu, il parle durement. Et quand c'est Vayomer, c'est doucement, calmement. Hein, quand un Moshe il doit, par exemple, transmettre la Torah aux femmes ou aux hommes, il y a une différence. Hachem dit Kotomar, El Bet Israël, Vetaged, pardonnez-moi, j'ai oublié le passage. Kotomar, El Bet Israël, ainsi tu diras à la maison d'Israël, et tu raconteras au Béné Israël. Vetaged. Rachid dit Tomar, quand tu parles aux femmes, Bet, c'est la maison, c'est la femme. Quand Moshe transmet la Torah aux femmes, il leur parle doucement, calmement. Les femmes, elles comprennent facilement le message. Quand c'est les hommes, mais Taged, tu dois raconter, tu parles durement, tu leur dis comme ça, non, pas comme ça. Tu es clair avec eux, comme ça, il faut bien que ça rentre dans leur crâne. Que les femmes, elles comprennent naturellement facilement, pas obligé de lever la voix. Donc ici, Yomer Hachem, il parle doucement, il dit Yahan Loeman Tembi, vous n'avez pas cru en moi. C'est grave, vous n'avez pas eu de Emouna. Eman Tet, Emouna, hein. Vous n'avez pas eu la Emouna en moi, dit Hachem. La Glisheni les Bnei Israël, pour me sanctifier devant les Bnei Israël. C'est pourquoi l'autre aviou et akal azé, elle arrête Hachem natati lahem, vous n'amènerez pas l'assemblée vers la terre d'Israël. Fin de l'histoire. Je vous pose une question. Pas une, mais il y en a même 15 pour être tout à fait franc. La première des premières, c'est ici, qu'est-ce que Moshe a fait de grave? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il ne donne pas la raison. Hachem, il dit parce que vous n'avez pas cru en moi. Mais qu'est-ce que... Oui, mais Hachem, il ne dit pas, puisque vous avez frappé le rocher, alors vous ne rentrerez pas. Hachem, il ne dit pas ça. Hachem, il dit, vous n'avez pas cru en moi. C'est grave quand même. Loeman Tembi, vous n'avez pas cru. Sous-entendu, Moshe et Aaron, ils n'ont pas de Emouna en Dieu. Vous comprenez la question? Comment c'est possible une chose pareille? Certains répondent que l'erreur de Moshe, c'est pas d'avoir frappé le rocher. Tout ça possible, mais c'est pas ça. C'est quand Moshe se met en colère et il insulte les Bnei Israël. Shimuna Amorim, écoutez bande de rebelles. Pourquoi Moshe il crie comme ça aux Bnei Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste soif. Tu as le peuple qui a soif, qui dit on veut boire, et Moshe il s'emporte et il dit Shimuna Amorim, écoutez bande de rebelles. Pourquoi tu dis aux Juifs rebelles, genre de voyous, bande de voyous? D'autres disent non. C'est parce que Moshe dit Notsi lachem maïm, nous vous ferons sortir de l'eau. Comment Moshe aurait dû dire? Est-ce que de ce rocher, Dieu vous fera sortir de l'eau? Yotsi lachem maïm. Notsi, ça veut dire nous vous ferons sortir de l'eau. Comme si que, sous-entendu ici, c'est nous, moi, Moshe et Aaron, qui allons avoir ce mérite-là. Moshe, ce n'est pas son intention, mais le fait de l'avoir dit, comme on peut dire, enfin, sa langue a fourchu. Notsi, il a dit. D'autres disent non, c'est pas ça l'erreur. L'erreur de Moshe, c'est quoi? C'est d'avoir frappé le rocher 2 fois. Pas une fois. Bématé ou Vayar et Moshe, il a levé son Vayar, Vayar est assez là, Bématé ou avec son bâton, pas à Maïm 2 fois. Moshe, il a frappé 2 fois. Frappe une fois. Pourquoi 2 fois? Hein? Chazak, c'est ce qu'il dit Rashi. Bravo. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre ici. Quand je vous lis un texte, il faut se contenter. Ce qui est très important quand on étudie, c'est de faire abstraction de toutes les connaissances que vous pourriez avoir et lire le texte tel quel. C'est très important ça.
Toi, tu dis, au nom de Rachid, tu dis, en fait, Moshe, il a frappé une fois et il a vu de l'eau qui sort. Il s'est dit, alors c'est bon, hop, il frappe une deuxième fois. Moi, quand je lis le texte, j'ai l'impression que Moshe, il a frappé juste 2 fois d'affilée le rocher. Tu comprends le mot? Il dit la chose suivante, écoute bien comment c'est important. Moshe a frappé 2 fois. La Barbanel, il pose la question, il exclut chacune de ses réponses. Il dit non. C'est ça. Tu lis le texte, tu as l'impression que c'est vraiment 2 fois qu'il a frappé et d'affilée. Donc on ne comprend pas pourquoi Moshe a frappé 2 fois. C'est l'erreur de Moshe, c'est d'avoir frappé 2 fois. Il aurait frappé une fois, on aurait dit bon, ok, pourquoi 2 fois? Comme il nous reste plus beaucoup de temps, c'est très important de comprendre que toutes ces réponses, bien sûr, Rachid ne les ramène pas, à part le fait qu'il aurait dû, bien sûr, frapper en tant que tel, c'est un problème. Il ne donne pas les réponses des autres commentateurs que je viens de vous citer, mais là, Barbanel, il exclut chacune des réponses. Il dit parce que plein de fois dans la Torah, Moshe, il parle, mais il parle au nom de Dieu. Tout le monde sait que quand Moshe il ouvre la mer rouge, c'est pas parce que Moshe met son bâton dans la mer que ça veut dire que c'est Moshe qui ouvre la mer, c'est Dieu qui ouvre la mer. Tout le monde a bien compris. Donc, ce n'est pas un vrai problème que Moshe dit nous allons vous faire sortir. Ce n'est pas un problème, tout ça. Ce n'est pas un problème non plus que Moshe il s'énerve. On a vu plein de fois Moshe s'énerver. Pas souvent, mais au moins 2 ou 3 fois dans la Torah. Moshe il dit bande de rebelles. Bah oui, les Juifs sont en train de râler. C'est pas grave, et alors? Ah, Moshe, il a frappé le rocher. Je vous en prie, franchement. Tu demandes à un enfant, parce que des fois, les enfants, pour le coup, ils ont l'esprit vide de connaissances, et des fois, tu leur demandes simplement, tu dis, écoute, est-ce que c'est grave de frapper le rocher au lieu de parler le rocher? J'enseigne ça demain à ton fils. Je lui dis, dis-moi, c'est grave? Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave de frapper le rocher, bon sang? Dieu, il lui dit, prends ton bâton, parle au rocher, Moshe y va. D'ailleurs, quand Moshe y va la première fois, d'après beaucoup de commentateurs, il a parlé. D'après certains disent, il a parlé, il ne s'est pas sorti, etc. Peu importe. Moi, je dis frapper, c'est pas grave. Et vous savez pourquoi c'est pas grave de frapper le rocher? Parce que Moshe, 40 ans avant, 39 ans et demi avant, c'est Dieu qui lui dit frappe le rocher. Quand les Juifs sortent d'Égypte, il y a la même histoire qui se passe dans Parashat Béchalach. Les Juifs sortent d'Égypte, ils ont soif, ils vont voir Moshe, on a soif, Moshe, il se plaint. Dieu lui dit prends ton bâton, frappe le rocher. Moshe, il frappe et l'eau jaillit. Mais quel rapport? Est-ce que frapper c'est grave? C'est pas grave parce que Dieu lui. Si pour Dieu c'est important que Moshe il parle, soi-disant au rocher. Si c'est si important aux yeux d'Hachem, donc pourquoi il lui a pas dit 39 ans avant parle au rocher? Hein? Peut-être Hachem lui a pensé que je dois taper le rocher. Il n'a pas demandé à Hachem si je tape le rocher. Eh ben, et donc? Ah, et tu veux dire qu'il n'a pas demandé? Ouais. Je t'explique. Ce qui est sûr, beaucoup répondent comme ça. Rachid, en l'occurrence, il dit Moshe, quand il a commencé à parler, il a parlé au mauvais rocher. L'eau n'est pas sortie. Donc il s'est dit peut-être qu'il faut que je frappe le rocher comme Dieu me l'avait demandé il y a 39 ans, et Moshe, il a frappé. Moi, je dis que Bichelal, au nom de Abarbanel, je ne dis rien, ce n'est pas un problème que Moshe il frappe le rocher. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas ça le vrai problème. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Si c'était le vrai problème, pourquoi Aaron est-il puni? Hachem dit vous ne rentrerez pas. Mais Aaron, il a qu'à dire frère, c'est mon frère qui a frappé, moi, j'ai rien fait. Et alors? Il n'a pas entendu, Dieu, il n'a pas parlé à Aaron. Oui. Dieu, il parle à Moshe, Moshe, il répète à Aaron. Aaron n'a rien fait dans cette histoire. Oui, mais c'est le peuple entier. Et pire que ça, si déjà tu veux faire un clin d'œil à Hachem, on dirait qu'Hachem, il s'amuse. Il dit à Moshe, prends ton bâton. Pourquoi tu prends ton bâton si tu fais parler au rocher? Exactement. Prends ton bâton et vous parlerez au rocher. Comme si Hachem, tu prends ton bâton. Moshe, prends le bâton, tu vas faire quoi avec? Comme dire, prends ton bâton, on parle à quoi? Ça, pourquoi Hachem il a besoin de dire à Moshe prends ton bâton? C'est incompréhensible cette histoire. Hachem il savait qu'il allait frapper le rocher, ça va faire partie de la réponse, et c'est pas un problème pour Hachem que Moshe il frappe le rocher. Et je vais te dire que quand Hachem il dit à Moshe cette phrase, vous n'avez pas cru en moi, tu n'as pas de émouna. Même toi, je suis demain, tu n'as pas de émouna en Dieu, tu vas te fâcher avec moi. Moi, j'ai pas d'émouna, moi, non, j'ai la émouna en Dieu, oui. On parle de Moshe là. Hachem, il dit à Moshe, Aaron, vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas de émouna en moi. Et Moshe, qu'est-ce qu'il répond? À cause de ça, vous ne rentrerez pas en Israël. Hachem, il envoie une gifle. Qu'est-ce qu'il répond, Moshe Aaron?
Rien. Moshe ne répond rien. Il accepte la sentence. Comme si il a compris le problème. Moshe, on a l'habitude de Moshe qui se défend. Moshe, il vient, il prie, il crie, il ne se laisse pas faire. Et pourquoi? Je ne rentrera pas au niveau entre eux. Et parce que vous n'avez pas eu la Emouna en main, Moshe se tait, il ne dit rien. Prochaine histoire, Moshe envoie des messagers par le roi de Édom pour demander l'autorisation de passer par ce texte. C'est fou quand même. Alors, la réponse, je vais vous la faire très courte, parce qu'il est déjà 21, voilà, je vais la faire très courte, mais c'est un chidouche mamache extraordinaire. Mais il faut faire abstraction de tout ce qu'on vous a dit avant. Avec ça, c'est révolutionnaire. Je vais vous lire un passouk dans Dvarim. Alors, attendez, j'apporte juste le Sefer Dvarim. Sefer Dvarim. Donc, quelques mois après, Moshe il va raconter aux Béné Israël, il va leur faire un genre de testament. Tout le Sefer Dvarim, c'est un testament. Moshe il répète, il dit voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous m'avez dit. Et il fait un genre de bilan de ces 40 ans passés dans le désert. Il leur dit faites attention quand vous rentrez en Israël, etc. Et Moshe, entre autres, il va raconter un épisode. Juste, je vous donne déjà le point de la réponse, comme ça vous partirez tranquille. Moshe et a fortiori Aaron ne sont pas punis de ne pas rentrer en Israël pour le rocher. Le rocher, tout ça, c'est une excuse. C'est une manière, c'est une histoire qu'on nous raconte pour faire croire au peuple qui était là présent ce jour-là que c'était l'erreur de Moshe et qu'à cause de ça, Moshe ne va pas rentrer. Mais Moshe, il sait très bien pourquoi il ne rentre pas. Il ne rentre pas pour une autre raison. Et Moshe, il a connu cette raison. Et Aaron aussi, il a connu cette raison. Et je vais vous citer ce passage dans Dvarim, au début de Dvarim, Perek Aleph. Moshe, il répète l'histoire des explorateurs. Vatikrevun elai kulchem, vous êtes tous approchés vers moi, vous, explorateurs, vous connaissez l'histoire des explorateurs. Et vous m'avez dit, envoyons des hommes, etc. Vaïtaf be'enai, cette chose a plu à mes yeux. Ça a plu. Et j'ai pris 12 personnes. Et vous êtes partis, ils sont revenus avec des fruits de la terre, etc. Et vous avez découragé le peuple de rentrer en Israël, etc., etc. Dieu vous a puni. Hachem, il a dit, vous resterez, vous mourrez dans ce désert. Vaishma Hachem et kol divrechem. Dieu s'est mis en colère, il a écouté ce que vous avez dit, et il a promis que personne rentrerait. Imire ishba anashimaele, qu'aucun homme verra de cette mauvaise génération et haaretz atova, la bonne terre. Zulati, à l'exception de Kalev et Yehoshua. Et là, le passouk Lamed Zayin, c'est une bombe atomique. Je vous cite juste le début, et là, c'est choquant. N'importe qui lit le passouk, hein, je ne vous raconte pas maintenant un midrash, une bara. Moshe, il dit Gambi itanaf Hachem. Même contre moi, Hachem s'est mis en colère. Biglalchem, à cause de vous, les morts en disant. Dieu, il m'a dit Gamata lotavosham. Toi aussi, tu ne rentreras pas là-bas. Moshe, il est en train de dire à cause des miraglim, Hachem, il a promis que vous ne rentrerez pas en Israël. Ni toi, ni vous, pardon, sauf Yehoshua et Caleb. Et à cause de vous, Hachem s'est mis en colère aussi contre moi. Gambi Tanaf Hachem. Hachem, il s'est mis en colère aussi contre moi et il m'a dit Lotavo Shama, tu n'iras pas là-bas. Donc pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël? On m'a dit le rocher, moi, dans Bamidbar. On m'a dit le rocher dans Bamidbar et là, on a un passouk clair où Moshe il dit c'est à cause des explorateurs. C'est à cause des explorateurs ou c'est à cause du rocher? C'est à cause des explorateurs. Hachem, au moment de l'exploration des Meraglim, au moment où Vaïtav Be'enai, Moshe dit ça a plu à mes yeux, j'ai accepté la mission. C'est qui le chef? C'est Moshe. Moshe dit c'est moi le chef. C'est moi qui ai accepté cette mission, c'est moi qui l'ai validée, c'est moi qui ai choisi chacun d'entre vous, c'est moi qui ai donné l'ordre de mission, c'est moi qui vous a dit quoi faire, où aller visiter, revenir avec des fruits, c'est moi qui vous ai dit. Vous avez fauté, certes. Les Meraglim, ils sont venus, ils ont fait pleurer tous les Béné Israël. Vous, Béné Israël, vous avez fauté. Les Meraglim ont fauté. Hachem, il a dit, depuis ce jour, personne ne rentrera, moi compris. Moshe aussi, moi compris, je ne rentrerai pas à cause de vous. La vraie raison pourquoi Moshe ne rentre pas, ce n'est pas possible que Moshe rentre. Moshe, c'est la tête des Béné Israël. Moshe, c'est le chef. Les Béné Israël, ils vont tous mourir en 40 ans ou 39 ans, ils vont tous mourir dans le désert. Et Moshe, tranquille, il rentre en Israël. Ah, vous avez fauté, moi, je n'ai pas fauté. C'est vrai, Moshe n'a pas fauté.
passe pas. Le chef, il va rentrer. Le chef, il va rentrer pendant que les autres, ils sont en train de mourir. Hachem, il avait décidé déjà depuis ce jour, sans le dire, à part à Moshe. Il avait décidé que Moshe ne rentrerait pas en Israël. Et Moshe connaissait la raison. Et quand Hachem il vient et dit « Vous avez frappé le rocher, vous ne rentrerez pas », c'est exactement tout ce qu'ont vu les bénis Israël, tout ce qu'ont compris. Pourquoi Hachem il fait ça? Il n'a pas envie de montrer, soi-disant, Moshe il serait en comparaison avec les Meraglim. Si on avait appris que Moshe n'était pas rentré, à cause des Meraglim, on aurait cru, Dieu préserve, que Moshe il aurait été avec eux dans l'exploration, dans la mission. Donc, pour bien montrer que Moshe n'est pas avec eux, on le dissocie de cette histoire. Hachem y punit toute la génération. Moshe, il est hors de cette histoire. Arrive tout de suite la parashat Rukat à la fin des 39 ans. On nous raconte le rocher, on nous dit « Ah, c'est ça la raison. C'est ça, entre guillemets. » Et maintenant, on comprend. Hachem, c'est pas grave qu'on parle ou qu'on frappe le rocher. Pardon ? C'est pas fauté. Moshe, il avait accepté cette mission. Et comme il a accepté, il était déjà fautif. Il manque un détail. C'est Aaron. Pourquoi Aaron, dans ce cas-là, Aaron n'y rentre pas? Aaron, c'est pas lui qui a envoyé la mission. Les Meraglim, c'est pas Aaron, c'est Moshe. Quel rapport? Le chef, c'est Moshe. Moshe, c'est lui qui décide tout. Moshe, c'est le dictateur absolu. Il ne demandait pas l'autorisation d'Aaron pour faire les choses. Si les autres ne rentrent pas, pourquoi Aaron va rentrer? Pourquoi pas? Aaron, son sort était scellé. Et j'ai une preuve aussi d'un autre passage que je vous ferai lire après, si j'ai le temps. Son sort était déjà scellé au moment du Vaudor. Au moment où il a fait le Vaudor, Hachem devait le tuer tout de suite. Lui, Moshe, il sauve Aaron. Il sauve les enfants de Aaron. Quand Nadav et Avihu, tout de suite, ils vont refaire leur erreur, Hachem, il punit Nadav et Avihu. Mais Hachem, depuis ce jour, il était hors de question qu'Aaron rentre depuis cette histoire du Vaudor. Il était hors de question qu'Aaron rentre. Aaron, il meurt juste avant Moshe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il meurt dans Horar, dans la montagne, près de la Jordanie. Mais on ne sait pas où précisément. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que ça a été leur erreur. Et l'histoire du rocher, selon la Barbanel, ce n'est pas une erreur de Moshe. Ce n'est pas une erreur en tout cas grave. Et ça répond à tous nos problèmes. Quand il dit « vous n'avez pas cru en moi », Moshe, pas parce que j'ai frappé, j'ai pas cru en toi, j'ai pas dévoilé parce que j'ai mis un coup sur un. C'est pas un problème, ça. Non. Vous n'avez pas cru en moi la première fois. Quand tu as envoyé les explorateurs, Moshe, tu n'as pas cru. Aaron, quand tu as fait le Vaudor, tu n'as pas cru en moi. Et là, il meurt pour ça. Et là, il ne rentre pas en Israël à cause de ça. Sans le dire, en cachant. Ce que je vous dis là, c'est comme caché par Dieu, caché par la Torah, pour pas que les bénis Israël à cette époque croient que Moshe est puni à cause des Meraglim, comme les Meraglim. Alors Hachem, il cache cet épisode avec le rocher. Et ça explique pourquoi Hachem, il stoppe le robinet. C'est vrai, pourquoi Hachem, il attend que les Juifs en soient. Hachem, il provoque cette situation pour qu'il y ait cet événement qui se passe. Intéressant. Bon, on a terminé la base du cours. Juste pour vous conclure avec un petit ridouche de différence entre Moshe et Aaron. Pourquoi on pleure pourquoi la Torah raconte plus la pleure de Aaron que celle de Moshe, que même les femmes, elles ont pleuré? C'est tout simplement parce que, en réalité, ça c'est un point très important, c'est qu'on dit Aaron, c'était celui, l'homme de Shalom, l'homme de paix, l'homme de Chesed, n'est-ce pas? Chesed ve'emet nifgashu. La bonté et la vérité se rencontrent. La bonté, c'est Aaron, et le Emet, c'est Moshe. Moshe, c'est un homme vrai. Un homme intègre, un homme droit. Aaron, il est le chesed. Et des fois, pour le chesed, on est prêt à mentir. On est prêt à ruser. Aaron, c'était celui pour le shalom, pour la paix, pour la bonté. Il était prêt à mentir, à aller voir l'un, voir l'autre, faire le shalom entre les gens, entre les couples. Moshe, il n'était pas capable de faire ça. Moshe, c'était un homme droit. Moshe, Emet, Vetorah, Eto, Emet. Pour rentrer, pour passer la Torah, on a besoin de quelqu'un comme Moshe. Pendant 40 ans dans le désert, on a Moshe qui nous donne la Torah. Mais Aaron, il avait une qualité, c'est que c'est lui qui est capable de ramasser ceux qui sont tombés très bas. C'est lui qui est capable de ramasser, de les relever et de les rehausser. C'est le travail de Aaron. Et Moshe, au moment de sa mort, on dit même si Moshe il a fait son travail sur terre avec son caractère et sa mission qui est Emet, Vetorato Emet, à la fin de sa vie, la Torah nous fait un clin d'œil. Les Juifs ont quand même plus pleuré à Aaron, pas pour nous dire super Aaron, il est mieux que Moshe, pour nous dire que même Moshe, à la fin de sa vie, il constate que le travail d'Aaron a été utile. Le travail d'Aaron, c'est quand même un travail important de ramasser ceux qui sont tombés très bas, ou parfois être capable de changer la vérité pour arriver à un certain shalom, c'est très important. Même si le Emet, le vrai,
Quand on est dans le droit chemin, il faut rester comme Moshe, fidèle, droit à ses convictions. Le travail d'Aaron est important. Le travail d'Aaron a des inconvénients. C'est comme je vous l'ai dit, il a fait le veau d'or. Pourquoi Aaron il a fait le veau d'or d'après vous? Pourquoi il a fabriqué le veau d'or? Parce qu'il est dans le shalom. S'ils lui mettent tous la pression, ils voient qu'il y aura une guerre civile. Aaron, il essaie de faire la paix. Non, bon, vous inquiétez pas. Je vais le faire. On va patienter. Il se dit, on va patienter, on va prendre le temps. Il ménage la chèvre et le chou. Il essaie de gagner du temps pour empêcher une guerre civile, mais il fabrique concrètement le veau d'or. Moshe, lui, il tombe pas dans ça. Moshe, c'est émettre. Il descend, il voit ça, il prend les armes, il tue 3000 personnes. C'est efficace. Il n'y a plus de veau d'or. Donc, on voit une qualité chez Moshe en tant que chef, parce qu'un chef, il doit être dur, fort et droit et vrai. Que Aaron, il y a un avantage apparemment qui est banal, le gentil, le doux. Et pourtant, à la fin de sa vie, quand Moshe meurt, et quand Aaron meurt d'ailleurs dans notre paracha, on fait un clin d'œil à Aaron pour dire quand même à Aaron, la Torah insiste pour dire Beth Israël. Toute la maison d'Israël, femmes compris, ont pleuré, parce qu'Aaron, il a su remonter tous ceux qui étaient très très bas. Et parfois dans la vie, c'est utile le travail de Aaron. Il y a besoin de ces deux moments-là. Non, on ne sait pas. On sait qu'elle est dans le Nevo, la montagne de Nevo, mais on ne sait pas où elle est. On sait à peu près dans la région où c'est, mais on n'est pas capable. Chers amis, c'était un plaisir d'étudier avec vous. Si Dieu veut, à jeudi prochain, à la semaine prochaine, et à Good Shabbat, Shabbat Shalom.